Sud Radio, Berkov dans tous ses états. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron. Nous sommes en guerre, évidemment nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre parce qu'à chaque fois qu'on pose des questions, on a l'impression quelque part que c'est détourné. Mais aujourd'hui, évidemment, on va vous parler de beaucoup de choses. On va parler de l'ange Gabriel, descendu du ciel. Oui, c'est pas le Gabriel de Johnny, la Gabriel de Johnny Hallyday, mais c'est le Gabriel qui descend du ciel. On va en parler et on va commencer quand même par parler de où sont passées mes doses. Pourquoi tant de doses de vaccins périmées? Oui, périmées. On a acheté des milliards de doses et que sont-elles devenues? On va en parler avec la députée européenne Virginie Joron. C'est vraiment intéressant ce qui se passe. Vous savez, on avait déjà parlé des SMS, on avait parlé des contrats, on avait parlé du silence absolument assourdissant sur la réalité du mécanisme, de l'achat et autres. Eh bien, on va peut-être aller un peu plus loin aujourd'hui avec Virginie Joron. Et puis, nous allons aussi avoir une assez belle révélation, c'est les OQTF. Non pas sur les obligations de quitter le territoire français, mais comment un certain nombre d'avocats défendent ces gens qu'on veut expulser et qu'on n'arrive pas à expulser, puisque, comme vous savez, il y a 7% des OQTF qui sont réellement actés. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est un très beau business. Et oui, cherchez toujours remonter la filiale et la filière. Et puis, nous allons parler effectivement de Gabriel Attal, vu par Christophe Barbier. C'est pas piquer des hannetons, ce qui se passe en Équateur. Le budget des anciens premiers ministres, très intéressant. On les soigne bien, c'est ça qui est bien. Enfin, on ne laisse pas tomber ces premiers ministres, vous voyez. Il y a des SDF, oui, ça c'est un peu embêtant. Mais eux, les premiers ministres, les anciens premiers ministres, ils sont bien traités. Voilà, c'est bien. Vous voyez, la France n'oublie pas ces sujets. Et puis, un très joli roman de Denis Ciclike, Inclusive. Et oui, il paraît qu'en 2040, nous serons de la République inclusive et que Rokhaya Diallo sera président de la République. Quand? En 2040. Qui vivra verra. En attendant, on en parle. C'est Alexandre Delovan, je vous souhaite une excellente et une bonne année 2024 et tous mes meilleurs vœux de bonheur. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. 215 millions de doses de vaccins Covid-19 achetées par les pays de l'Union européenne au plus fort de la pandémie ont été depuis jetées. 215 millions de doses jetées à un coût estimé pour le contribuable à 4 milliards d'euros. C'est ce que révèle une analyse du journal Politico. Et on pense que c'est une sous-estimation. On va en parler avec la députée européenne Virginie Joron. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est ce que chantait Jean Constantin. Où sont passées mes pantoufles? Mais alors là, c'est quand même, en tout cas, beaucoup plus grave et beaucoup plus préoccupant. Où sont passées mes doses? Et mes doses, vous vous rappelez, pendant 2 ans, ça a été donne-moi une petite dose, 2 petites doses, 3 petites doses doudou, etc. C'était l'important, c'est la dose. Et puis là, on voit que effectivement, il y a eu des calculs et on se dit, mais alors les doses sont jetées, sont dépassées, sont périmées. Virginie Joron, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes députée européenne, vous êtes et on vous reçoit toujours avec plaisir. Vous êtes dans la commission Covid et ailleurs, vous vous êtes battue pour la transparence, pour la venue d'Ursula von der Leyen, pour l'inventaire des SMS. Jusqu'ici, c'est pas simple, effectivement. On a vu où on en était. Mais alors justement, parlons déjà, Virginie Joron, de combien en fait, est-ce qu'on a des chiffres précis sur ce qui a été acheté et ce qui aujourd'hui est jeté?
C'est toute la difficulté de l'appréhension de ce dossier, comme vous l'avez rappelé, manque de transparence depuis le début sur les contrats. Ouais. Et en fait, c'est effectivement une des situations que l'on découvre, mais qu'on avait déjà bien visualisé en amont, puisque lors de cette commission Covid, pour rappel, c'était la Cour des comptes qui avait mis en avant le nombre de doses, puisqu'ils ont fait un audit, puisque nous, députés européens, on n'avait pas accès au contrat, tout était caché, oui. Et ils nous avaient signalé un montant qui était déjà énorme, puisque c'était, pour rappel, 4,6 milliards de doses. Donc déjà à l'époque, moi en commission Covid, j'avais demandé pour quel motif, qu'est-ce qui avait motivé la commission à passer cette commande, puisque ça faisait à peu près 10 doses par personne. Par habitant européen, c'est ça. Exactement, par milliards, citoyen. Oui. Voilà, donc c'est déjà un chiffre énorme. Est-ce que ma question était la suivante, c'était de savoir est-ce que c'était pas finalement un détournement de fonds publics, puisque 10 doses par personne avec une demande qui n'était pas aussi importante, ça pouvait présager effectivement d'un détournement de fonds publics. Pas de réponse à cette question, pas de justification par rapport à cette demande de pourquoi 4,6 milliards de doses, qui engageait la Commission à 71 milliards d'euros, ce sont des chiffres énormes. Et depuis tout ce temps, donc on a vu effectivement depuis 2021, depuis 3 ans, plus de 3 ans, la mise en place de stratégies différentes pour effectivement commander ces vaccins. Et on voit bien qu'aujourd'hui, grâce à l'enquête de Politico, qui se pose aussi des questions, puisque nous avons accès à un site qui s'appelle l'ECDC, qui est une agence aussi européenne, qui nous fournit donc des données concernant les stratégies mises en place par les différents États européens et ce qu'ils ont commandé. Et on voit que sur les 27 États membres, seulement 19 ont voulu répondre, 15 directement, 4 par voie des médias. Oui. Et on se rend compte qu'il y a à peu près, vous l'avez bien dit, une estimation au bas mot de 215 millions de doses à jeter, puisqu'il y a aussi notre réalité que vous pouvez retrouver sur cette même source, le CDC. Pour la 5e dose, il y a un peu moins de 3% de personnes qui se font vacciner avec ce rappel de la 5e dose. De la 5e dose, donc d'accord. On a un peu moins sur l'Europe, hein, sur les 400 millions, sur 400, l'Europe, c'est ça. 447 millions, donc 2,4% se sont fait vacciner avec ce rappel de la 5e dose. En France, on a 3,4%, donc on voit bien qu'il n'y a pas une grande demande de se faire vacciner. Voilà, de la 5e dose. Et donc on voit bien qu'il y a des stocks, qu'il y a aussi, et ça c'est un chiffre très important, parce que 4,6 milliards de doses commandées, et la réalité par ce site, c'est qu'il y a eu administré, donc ça veut dire reçu par les États membres, 1,4 milliard de doses. Ah bon? Vous voulez dire sur les 4 milliards, jusqu'à présent, 1,4 milliard ont été reçus. Les autres, voilà. On ne sait pas. On ne sait pas où elles sont. On ne sait pas, donc ça fait partie des demandes que j'ai faites à la Commission pour qu'on sache où on est, puisque c'est aussi notre problématique. C'est quand même beaucoup d'argent. Et là, le Politico a fait un petit calcul avec les données qu'ils avaient. Et il se retrouve à peu près 4 milliards d'euros, en tout cas, à jeter, puisque là, effectivement, l'Allemagne a bien dit a répondu en disant qu'il y avait 83 millions de doses à jeter. L'Italie, 50 millions. La France n'a pas voulu répondre. La France n'a pas répondu. Et pourquoi? N'a pas voulu répondre. C'était c'est aussi une autre de mes questions. Donc, je suis allée voir sur le site du gouvernement français, où effectivement, il y a des fichiers Excel. On ne sait pas comment les lire. Donc, on a des lectures qui peuvent se croiser. Mais en tout cas, au niveau du site de l'ECDC, toujours cette agence européenne, on voit bien que la France a commandé 260 millions de doses et elle en a administré 160. Donc là, il y a effectivement, pour le CDC, pour cette agence européenne, on ne sait pas où sont 100 millions de doses. Les 100 millions de doses, oui. En fait, destination est connue, on ne sait pas, oui. D'accord. Donc 100 millions de doses, ça reste quand même le plus gros marché, puisque l'Allemagne en a commandé beaucoup moins. Et donc du coup, on se retrouve avec un stock, on ne sait pas si la France effectivement le tient bien, et donc ça veut dire qu'a priori ils vont devoir jeter des doses, puisque en France, je vous l'ai dit, la 5e dose, c'est 3,4% d'intérêt pour nos compatriotes. Pardon, Virginie Geron, juste un mot. On connaît la date de péremption de ces vaccins. Je veux dire que quand on dit, voilà, ils sont périmés ou ils doivent être jetés, on sait exactement ou pas, là aussi c'est un secret défense, de savoir au bout de quelques temps, depuis quand, enfin, à partir de quand ils sont périmés. En tout cas, c'était dans les notices d'autorisation de la mise sur le marché conditionnelle. Effectivement, certains laboratoires ont changé
la date de validité. Au départ, c'était 6 mois, et puis après, on s'est rendu compte que certains États membres modifiaient par eux-mêmes les dates de péremption. Ah, d'accord. Donc effectivement, là, effectivement, on n'a pas de données très précises, et c'est au bon vouloir en fait des États membres. Évidemment, le laboratoire, plus leur durée de péremption est courte, et mieux c'est pour eux, puisqu'ils peuvent à chaque fois ressentir d'autres doses. Ouais. Mais ce qui est intéressant par rapport aux données françaises dans leur fichier, c'est qu'on se rend compte, puisque vous savez que maintenant il y a eu plusieurs variants, donc nouveaux variants, nouvelles doses qui prend en compte ces nouveaux variants, et on se rend compte dans les fichiers français que la France continue à stocker, en tout cas à commander, puisqu'il y a des différences de données, du Pfizer Wuhan. Le Pfizer Wuhan, c'est-à-dire que c'est la première génération de vaccins. Donc là, on voit que la France continue à commander des doses de première génération. Donc ça veut dire que là aussi, compte tenu de la date de péremption, je vous dis, plus de 3 ans, là effectivement au départ c'était 6 mois, on se demande si en fait, ils achètent pas pour jeter. Et donc c'est un non-sens aussi. On achète pour jeter. Effectivement, le problème qu'on a, c'est des contrats qui engagent les États membres à continuer jusqu'en 2027 à acheter des doses. Dans les contrats, ça va jusqu'en 2027. Voilà. Alors, effectivement, ils ont négocié. La Commission a renégocié il y a cet été, par voie d'avenant, une prolongation des commandes jusqu'en 2027 avec une modification des tarifs. Donc, comme au départ c'était 15,50 €, c'est passé à 19,50 € la dose, et maintenant c'est 19,50 € pour Pfizer. Et si on voulait, si on veut annuler une dose, c'est 10 €. Donc ça, c'est ce qui avait été dit lors de la commission Covid, et c'est quand même un engagement jusqu'en 2027. Et on voit bien quand des États membres veulent stopper un petit peu ces commandes imposées par la commission, comme la Pologne et la Hongrie, c'est Pfizer qui se retourne et saisit la justice. Donc voilà un petit peu dans quel traquenard on est arrivé. On l'avait dès le départ vu parce que c'était trop important cette commande de 4,6 milliards de doses avec, je vous rappelle, le dernier contrat de 1,8 milliard de doses pour Pfizer, négocié par voie d'SMS entre Madame van der Leyen et Monsieur Bourla. Et Monsieur Bourla, le PDG de Pfizer. Le PDG de Pfizer. Oui. Et que même encore aujourd'hui, la médiatrice ne comprend pas pourquoi la Commission protège ces documents, parce que ça reste des documents que tout citoyen devrait avoir accès. Virginie Geron, on ne comprend pas. Attendez, qu'est-ce qu'on comprend? Madame von der Leyen a refusé de venir devant le Parlement. Monsieur Bourla a refusé de venir devant le Parlement. On se demande à quoi sert le Parlement. Les contrats biffés ou pas biffés. À l'heure où, corrigez-moi si je me trompe, à l'heure où nous parlons, les contrats avec l'Union européenne, enfin de la Commission européenne avec Pfizer, ne sont pas connus dans leur entièreté. C'est bien ça? Non, tout à fait. Ils sont toujours cachés. Vous avez effectivement, oui, les clauses les plus importantes sont effectivement, on appelle ça biffé, donc c'est-à-dire c'est grisé, on n'a pas accès à ces données. Mais Virginie Geron, c'est un scandale démocratique. Enfin, on est en 2024 et on se dit, on en est encore là et ça fait 3 ans que cette comédie dure de cette espèce d'opacité. Mais c'est quand même hallucinant, quoi. Enfin, c'est... Tout à fait. Et puis le procureur européen qu'on a saisi, je lui ai demandé à la voir et pour l'instant, elle refuse de me recevoir. Donc là aussi, c'est aussi problématique parce que le procureur européen, donc qui a été saisi de plusieurs demandes de la part des citoyens et de moi-même, refuse aujourd'hui de nous faire un état de l'avancée de cette enquête. Parce qu'encore une fois, nous, parlementaires, c'est notre mission de contrôler le budget, et la gestion du budget de la Commission. On peut pas dire que vous êtes beaucoup dans vos missions. Juste un mot, Virginie Geron, une dernière question. Et qui décide parce que vous avez bien montré que les dates ont changé, il y avait 6 mois, puis des États disent non, c'est plus long, etc. Qui décide? C'est les autorités sanitaires de chaque État qui décident que ce vaccin, enfin cette dose est périmée ou pas? Oui, je pense. Effectivement, c'est bien ces autorités. Et on a vu effectivement quelques de modifications sauvages, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, ils enlèvent les étiquettes et puis ils les replacent, ils en mettent d'autres. Donc, et puis on voit bien par rapport à ce fichier que les commandes, je vous dis, des premières générations continuent à être faites, en tout cas au niveau français. Après, pour les autres États membres, on a bien vu, notamment là en Roumanie, où il y a un cas qui est mis sur la place publique,
où il y a eu des problèmes de corruption avec le ministère de la Santé. Donc c'est de connivence entre le ministère de la Santé et les autorités sanitaires. Donc aujourd'hui, des Français continuent de se faire vacciner avec le vaccin Pfizer One. Alors il faudrait qu'ils interrogent ceux qui leur administrent ces vaccins, puisqu'effectivement, on voit stock, il y a encore, et c'est le stock le plus important de Pfizer One. C'est le stock le plus important. Plus de 2 millions 7 de doses encore actuellement. Eh ben écoutez, franchement, on se dit que bon courage, bonne chance à vous. Non, mais même Sherlock Holmes n'y arrive pas, mais non, mais c'est. Mais on va y arriver parce que on a grâce à des journalistes qui sont aussi sur cette question depuis le début, vrai, grâce à vous aussi. Voilà, ils font leur travail et on les salue parce que c'est vrai que c'est pas évident. La Commission ne nous aide pas, mais la médiatrice européenne, elle aussi, fait un travail en parallèle très intéressant et elle aussi a mis en avant le problème de la mauvaise gestion de la Commission, ce qui va nous permettre de rebondir et de continuer à faire ce travail parce que même si on a l'impression de ne pas avancer, eh bien le fait de démontrer que nous avions raison, notamment avec cette surcommande de doses, est un scandale parce que c'est de l'argent public. On voit bien qu'aujourd'hui on est dans une période de sobriété et je pense qu'à quelques mois des échéances électorales, ça sera aussi un sujet à mettre en avant. C'est clair. Parce que il faut en parler en juin, en tout cas pour les élections de juin, bien sûr. Voilà, parce que c'est l'argent des Français. Tout à fait. Merci bon courage et bonne chance, Virginie Joron. Merci Virginie Joron d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes députée du groupe Identité Démocratie au Parlement européen. On marque une courte pause dans Berkov dans tous ses états et on revient tout de suite. On sera avec Alice Cordier du porte-parole du groupe Nemesis. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Mais ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais les carottes ne sont pas cuites pour tout le monde. Notamment quand on aborde ce sujet entre tous délicat de l'obligation de quitter le territoire français. Et le mot obligation est ici à prendre dans le sens orwellien. En fait, c'est une douce invitation, une supplique à quitter le territoire. 65 000 personnes sont frappées d'OQTF et 7% sont expulsés. 7%. C'est-à-dire même pas, effectivement, 6 000 personnes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Eh bien, Jean-Jacques Goldman, il faut employer les moyens légaux. Et c'est vrai. Dans une démocratie, il faut que toute personne, effectivement, ait les moyens ou la possibilité de se défendre. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Toute personne a le droit d'avoir un avocat et d'être défendue, même lorsque vous êtes sous une obligation de quitter le territoire français. Bien, sauf que, le problème qu'il y a, c'est que c'est devenu, pour un certain nombre d'avocats et d'un certain nombre de personnes du monde judiciaire, un business extrêmement lucratif. Vous allez me dire, mais comment ? Mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous racontez ? Ça n'existe pas. Si, ça existe. Et en fait, il y a un collectif qui s'appelle Nemesis, qui est un collectif, effectivement, que nous avons déjà reçu, qui est un collectif féministe, mais qui a là à jouer aux journalistes. Et il a joué aux journalistes et dans le bon sens du terme. Alice Cordier, racontez-nous, vous avez interviewé quelqu'un, on va l'écouter aussi, mais vous êtes entendu quelqu'un qui évidemment ne pouvait pas sonner son nom parce qu'elle travaille, donc quoi ? Elle travaille dans un tribunal, elle travaille où exactement ? Bonjour André, oui tout à fait, elle travaille au sein d'un tribunal, notamment au sein d'une chambre spécialisée sur la question des OQTF, parce qu'aujourd'hui oui, il y a des chambres qui sont totalement spécialisées sur la question des expulsions et des obligations de quitter le territoire français. Attendez, vous voulez dire Alice que ces chambres-là ne font que ça pratiquement ? Exactement, puisqu'elle gère entre 5 à 15 affaires, 15 OQTF par jour, ça peut aller jusque-là. On parlera de la rentabilité après de tout cela. Oui. Et oui, aujourd'hui, et le tribunal où elle était, pourtant pas un immense tribunal, mais il y avait plusieurs chambres allouées
juste à la question des obligations de quitter le territoire français. Vous savez que le droit des étrangers est aujourd'hui un droit en plein essor. La Cour nationale du droit d'asile est devenue la première juridiction administrative avec un cumul de 68 403 affaires. Et combien, pardon, répétez le chiffre, Alice. 68 403. D'accord. Et 70% de ces affaires ont lieu avec une audience, donc avec un avocat. D'accord. Et alors, donc effectivement, ça, nous sommes dans le droit. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Et je voudrais, avant que vous repreniez la parole et qu'on continue notre entretien, écouter justement l'entretien, enfin une partie, un extrait de l'entretien que vous avez fait avec Marie, une jeune femme de 26 ans, donc qui a travaillé quelques mois au sein d'un tribunal administratif. Écoutez. Et on va retrouver ce que je pourrais considérer comme les plus gros complices, si j'ose dire, ça va être les avocats. Donc ils sont rémunérés via l'aide juridictionnelle, donc c'est une énorme source de revenus pour eux, puisque quand on est entre 5 ou 15 OQTF contestés par jour, c'est eux qui vont récupérer environ 600 € par affaire. Ces avocats-là, quand on leur explique que la justice va durcir les règles d'accès à l'aide juridictionnelle, on va les retrouver en train de manifester dans les journaux, en train de dire qu'on refuse l'accès à la justice à certaines personnes. Et dans les faits, c'est juste des personnes qui vont piller l'État pour produire 3 feuilles de défense. Savoir aussi que c'est les mêmes avocats qui ne viennent pas aux audiences. Eux vont avancer que c'est parce que c'est peine perdue et que la justice est raciste et anti-migrants, etc. Alors qu'en fait, eux, ça les importe peu parce que les 600 €, ils les toucheront dans tous les cas. Alors, quand même, ce sont des chiffres... vous êtes sûr de votre source, Alice Cordier, parce que ça paraît des chiffres hallucinants. 5 à 15 OQTF discutés, en tout cas, par jour ouvrable, et l'avocat touche sur chaque OQTF 600 €, ce qui effectivement constitue une source et une manne non négligeable. Est-ce que ça vous paraît, alors ce que décrit Marie, que vous avez avec qui vous êtes entretenu, est-ce que c'est la réalité dans toutes les chambres allouées à ces problèmes-là, ou c'est un cas spécifique? Alors écoutez, Marie avait une chambre très particulière, comme je vous dis, qui était spécialisée sur les OQTF et qui en traitait 5 à 15 par jour. Parfois ça peut être beaucoup plus, parfois ça peut être aussi moins. D'accord. En tout cas, ce que je sais, c'est que l'aide juridictionnelle, vous savez, donc cette aide qui est accordée aux personnes qui ont des ressources financières insuffisantes, et donc leurs frais d'audience, leurs frais de procédure sont pris en charge partiellement ou totalement par nos impôts, il faut quand même le rappeler. L'aide juridictionnelle en 2021, c'est 21 millions d'euros contre 8,4 millions en 2016. Donc c'est un chiffre qui a augmenté, qui a presque triplé, qui a presque triplé. Oui. Exactement. Et cette aide juridictionnelle, c'est 21 millions d'euros en 2021 pour la défense des migrants. Attention, c'est exclusivement là-dessus, sachant que l'aide juridictionnelle n'est pas exclusif aux personnes issues de l'immigration. Mais les chiffres que je vous donne là concernent que la défense des migrants. Donc de notre poche, on paye 21 millions d'euros pour les procédures de défense des migrants. Alors il existe évidemment des critères d'éligibilité pour accéder à cette aide juridictionnelle, mais dans les faits, Marie nous expliquait notamment qu'il y avait un tel laxisme qu'elle était donnée assez facilement. En revanche, quand elle n'est pas donnée, les premières personnes à s'insurger, ce sont les avocats qui, en effet, sont payés par cette aide juridictionnelle à hauteur de 600 €, en tout cas c'est ce qu'elle nous rapporte. Par cas, 600 € par cas, c'est ça? Par OQTF. Par donc OQTF. Vous multipliez le nombre d'OQTF, si un avocat en traite 5 par semaine, ça commence à faire une jolie petite somme. Ouais. Et d'ailleurs, en octobre 2022, nous avions assisté à une énorme grève des avocats. Pourquoi ? Parce que la Cour nationale du droit d'asile avait commencé ou pas d'ailleurs, puisque ça a toujours été possible, à utiliser ce qu'on appelle les jugements par ordonnance. Ce sont des jugements rapides, notamment pour les cas de migrants dont les procédures ne sont pas très fiables, dont on se rend très bien compte qu'il y a peu de sérieux derrière la remise en question de l'OQTF. Ouais. Et donc, les jugements par ordonnance, ce sont des jugements qui ne nécessitent pas la présence d'un avocat. Ça signifie donc que l'avocat ne sera pas payé pour ce jugement-là. Et on avait assisté en effet à un lever de bouclier général de la part des avocats qui expliquaient que que le droit à la justice était bafoué, que les personnes les plus précaires n'avaient pas le droit d'être protégées.
Et on comprend un peu plus tout ça puisque les jugements par ordonnance en 2021 représentaient 30% des affaires, donc 30% d'affaires qui ne pourront pas être représentées par des avocats. Par des avocats, d'accord. Voilà, tout à fait. Oui, le jugement par ordonnance, il n'y a pas besoin d'avocat. Enfin, ça ne passe pas par l'avocat. Mais tout à fait. Et c'est un jugement qui marche très bien depuis plus de 20 ans et qui permettait notamment un désengorgement de la justice administrative qui aujourd'hui est saturée, puisque la justice administrative, ce n'est pas que le droit des étrangers, mais aussi les libertés publiques, le droit de manifester, la responsabilité des hôpitaux. Donc, sauf que le droit des étrangers représente quelque chose d'important qui est en exergue et qui va ne faire qu'augmenter, puisque vous savez bien que le nombre d'étrangers augmentant en France, on se doute bien que le nombre de procédures va aussi augmenter. Donc en fait, si l'on écoute Marie, si l'on en croit Marie, et que vous avez interviewé, et si l'on vous en croit, c'est un business qui est peut-être pas juteux, mais enfin qui est quand même très intéressant du point de vue de l'avocat qui a à s'en occuper. Tout à fait. Puis comme elle l'expliquait, parfois ils ont juste à remplir les papiers de la défense, à les envoyer aux associations. Puis il y a aussi un travail énorme des associations pro-migrants qui savent exactement faire les procédures. L'avocat contacté, elles ont même leurs propres avocats qui se sont spécialisés sur ces questions-là. Et donc la démarche pour le jeune ou le moins jeune, d'ailleurs l'étranger qui est frappé d'une OQTF devient beaucoup plus simple. Et elles aident les migrants, qu'ils soient clandestins ou dans leur démarche, pour comment effectivement s'arranger pour rester, pour bénéficier de telle ou telle aide, etc., etc. Tout à fait, exactement. En fait, ces associations-là connaissent les procédures administratives sur le bout des doigts, que ce soit les procédures administratives, mais aussi tout ce qui est accès aux aides sociales, aux logements sociaux, etc. Et donc, elles prennent en charge les personnes issues de l'immigration, soit par le biais de l'aide sociale à l'enfance quand il s'agit de mineurs, soit par le biais d'associations spécialisées quand et puis elle les envoie aux audiences, elle les envoie à la CAF, elle les envoie faire toutes les démarches qui sont finalement pré-mâchées et en partenariat donc avec certains avocats qui ont décidé d'en faire en effet leur business, c'est ça. Donc un système est extrêmement bien rodé. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené, vous les Mésis, le collectif, jusqu'à présent, enfin vous voyez beaucoup effectivement dans les problèmes de laïcité, mais de féminisme et d'un certain nombre de problèmes, qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper des OQTF Eh bien, c'est le fait que parmi les personnes sous OQTF, on retrouve des OQTF qui sont juste parce que la personne a eu un accès à rester en France, qui s'épuise et puis du coup naturellement elle est obligée de rentrer. Mais il y a aussi d'autres cas. Les OQTF, ça touche aussi des personnes dangereuses, des personnes qui sont parfois récidivistes, qui ont violé une femme, qui ont violé des enfants, qui décident de rester, puisque ça, les associations n'ont pas peur non plus d'aider ce genre de personnes. Il faut bien en avoir conscience. Et à ce titre, une aide administrative et l'aide juridictionnelle permet à ces personnes parfois récidivistes de rester en France, alors même qu'elles ont déjà été condamnées sur notre sol et qu'elles ont très certainement purgé leur peine, mais on voudrait bien qu'elles partent maintenant et qu'elles ne représentent plus un danger pour les Françaises. Oui, effectivement. En fait, ce n'est pas l'obligation de quitter le territoire français. C'est pas la personne elle-même qui va décider de son plein gré, enfin, de partir. Elle préférera évidemment, en général, rester que partir. C'est évident. Et là-dessus, tout à fait. Oui, là-dessus. Oui, puis en fait, là encore, c'est à moindre frais, puisque finalement, c'est nous qui lui payons cette possibilité de rester dans notre pays. Oui, mais de toute façon, c'est aux frais du contribuable, on le sait. Mais dites-moi, il n'y a pas, de ce point de vue-là, personne ne défend justement le jugement par ordonnance. Est-ce qu'il n'y a pas au sein quand même de la magistrature et du monde judiciaire et d'un certain nombre de responsables politiques, cette situation-là que vous décrivez et qui montre effectivement le chiffre assez dont on pourrait ricaner si c'était pas préoccupant, de 6% à 7% d'obligations exécutées, actées, et que tout le reste, donc 94% à 93% rien. Est-ce que personne ne réagit face à cela? Est-ce qu'il y a, puisque la loi existe en fait, si l'on voulait l'appliquer?
Il y a pas mal de magistrats qui étaient pour l'application de ces jugements sans ordonnance, justement, puisque comme je le disais, hors idéologie, en fait, eux, ça les désengorge énormément et ça permet de fluidifier aussi une justice qui a bien de la peine déjà à appliquer des délais raisonnables. Donc pour eux, c'est très certainement plus simple. Et en fait, ils se sont vus face à un refus catégorique de la part des avocats qui, eux, étaient lésés de sources financières, en fait, finalement. Ouais. Et on sait, Alice, juste une dernière question. Je ne sais pas si Marie a pu vous répondre sûrement au sein du tribunal où elle exerçait, où elle travaillait. Mais on sait à peu près combien d'avocats sont spécialisés ou se sont spécialisés dans ce domaine, l'OQTF et voilà la protection d'un certain nombre de migrants. On n'a pas de chiffres à ce niveau-là qu'elle a pu nous donner, d'autant plus qu'elle travaillait, comme je vous disais, dans un tribunal de taille moyenne avec sa propre chambre et qu'elle n'avait pas une vision d'ensemble par rapport à ces choses-là. Mais voilà, comme je vous le disais, on sait que en 2021, c'était 68 403 affaires. Donc on peut imaginer que avec l'essor du droit des étrangers qui va arriver, il risque d'y avoir plusieurs spécialisations. Est-ce que vous savez si la future loi, le projet de loi sur l'immigration traite spécifiquement de cela ? Ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas connaissance, mais il faudrait qu'on voit ça. Je ne crois pas que le projet de loi sur les questions d'immigration traite de ces choses-là. Il y avait évidemment une meilleure application des OQTF, en tout cas un engagement, mais engagement qu'on entend depuis trop longtemps de la part de l'État de vraiment appliquer ces OQTF et qu'il y ait une intransigeance. Maintenant, on sait qu'en fait, beaucoup de choses au niveau des OQTF ne se règlent pas du tout au sein de l'administration française. Et d'ailleurs, les tribunaux administratifs ne sont pas là pour exécuter les OQTF. Ils sont simplement là pour dire si l'OQTF est légitime ou pas. Ou pas, bien sûr. Au niveau de... bien sûr. Et du coup, au niveau de l'exécution, c'est pas du tout le tribunal administratif. Et en fait, là où ça bloque énormément, vous savez bien, c'est toujours ces mêmes problèmes, c'est les États d'où viennent ces jeunes gens qui ne veulent pas forcément les reprendre. Et puis tout, les États et tout que doit faire la France vis-à-vis de ces États-là, etc. Je rappelle simplement, et vous le savez, qu'un certain Emmanuel Macron, en 2019, déjà président de la République, a accordé un entretien à Valeurs Actuelles où il disait, mais les OQTF seront exécutés à 100%. Voilà, écoutez... On a vu le résultat et nous, on le voit très fréquemment dans les histoires et les affaires de viol et d'agressions sexuelles qu'on fait remonter, des agressions sexuelles par des étrangers. Quand je dis étrangers, là, je ne parle pas... je parle du fait qu'il y a beaucoup de... Parce qu'il y a autant de Français qui font, c'est pas le problème de Français et d'étrangers, là. Mais c'est un problème, effectivement, d'OQTF. Voilà, quand on ne connaît pas l'agresseur, en tout cas, dans le cas d'énormément d'agressions dans la rue, beaucoup de femmes sont victimes de personnes, en effet, qui sont déjà frappées d'une OQTF. Donc, c'est-à-dire des personnes qui ne devraient pas être là. On a eu l'histoire de Claire il n'y a pas très longtemps. Vous savez, cette jeune femme qui allait sur les plateaux télé expliquer le viol terrible dont elle a été victime. Tout à fait, mais en fait, des cas comme ça, nous, en faisant une veille médiatique, il y en a très fréquemment, voire plusieurs fois par semaine. C'est terrible. Ouais. Merci Alice Cordier. Écoutez, en tout cas, évidemment, on va suivre tout cela. Il faut être vigilant et je sais que vous l'êtes à Némésis. Merci beaucoup. Merci Alice Cordier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Némésis. On marque une courte pause dans Berkoff dans tous ses états et on se retrouve dans un instant pour les pères, les huées, les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Je vous l'ai dit, Noël, non, c'était pas le 24 ou le 25 décembre. Pas du tout. C'était hier. Pourquoi ? Il est né le divin enfant. On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. On a fait une enquête, vous savez, à Sud Radio. Non, je ne crois pas que Johnny Hallyday, en faisant ses chansons, pensait à Gabriel Attal. Non, je crois pas. On a regardé, parce qu'on s'est dit peut-être que dans cette espèce de prophétisme qui habitait Johnny, il a peut-être, parlé... Non, c'était pas mourir d'amour enchaîné, là, c'est de mourir de Matignon enchaîné, mais ça, on le verra, c'est trop tôt. Il n'empêche que dans l'avalanche de tweets, de commentaires, de tous ordres, qui ont salué ou vilipendé le nouveau Premier ministre que Macron nous offre,
Eh bien, il y a eu hier quand même un grand moment. C'était sur BFM, c'était l'éditorialiste et journaliste Christophe Barbier. Écoutez, c'est intéressant. Il y a un dernier talent important. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron, lors des prochaines européennes. Que pensez-vous, Robert Ménard, de sa capacité, en étant Premier ministre, pas tête de liste, à bloquer l'ascension de Bardella, à faire reculer le RN qui est largement favori lors de ces européennes? Miracolo, voilà, c'est l'ange Gabriel qui arrive. Vous voyez, c'est intéressant, car sur un plateau de télévision, de médias, quelqu'un se met effectivement en transcendance. C'est Claudel sur le pilier de Notre-Dame. C'est la conversion de Saint-Paul sur le chemin de Damas. C'est formidable. Christophe Barbier, notre ami Barbier, a été frappé par la grâce. Et il a compris le véritable enjeu. Saint Gabriel Attal vient ici pour sauver la République macronienne de tous ses ennemis, de tous ces brancos et de tous ces gens qui essayent de vraiment débrécher le monument, le splendide monument. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, comme on n'a plus rien à dire en politique, on se met à parler mystique. Ça passe, vous voyez, ça glisse comme ça. Glissez mortel, n'appuyez pas. J'ai trouvé ça absolument magnifique, voilà. Mais c'est ça, c'est l'ange Gabriel. Voilà, il est venu, il a vu. Est-ce qu'il a vaincu ? Un peu trop tôt pour le dire, mais en attendant, c'est très bien, Christophe, vous avez raison, continuez dans cette voie et amenez-nous à chaque fois sur les cimes du mysticisme et de la spiritualité. Ça fait tellement de bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états. On vous a mis ça, douceur, vous voyez, après la sainteté, parce qu'on va parler de quelque chose qui est terrible. Alors c'est loin, c'est là où vous dites, mais c'est pas chez nous, c'est en Équateur. En Équateur, on a vu ces images hier, vous avez dû les avoir vues dans toutes les télévisions et les radios, cette prise d'otage en direct sur un plateau télé, le pays en état de conflit armé interne, un pays qui se déchire complètement. Président Noboa de l'Équateur a déclaré effectivement le pays en état de guerre quoi. Après l'évasion de Adolfo Macias. Alors Adolfo Macias, qui n'a rien à voir avec Enrico Macias, je le précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le plus grand narcotrafiquant d'Équateur qui s'est évadé, finalement, qui était en prison et qui s'est évadé. Et il faut dire que l'Équateur, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, est ravagé, rongé, le Mexique et beaucoup d'autres, sans parler de la Colombie, par le narcotrafic. Et on voit très très bien, en fait, et ça peut quand même nous faire réfléchir, parce qu'on voit très bien comment on peut, je ne dis pas comme nous avons quand même des réflexes et des puissances immunitaires, mais quand même, comment un pays peut basculer dans la jungle la plus totale, effectivement, dans laquelle est l'Équateur aujourd'hui. Les narcotrafiquants, qui ont pris toutes ces espèces d'institutions transnationales, je dirais presque mondiales, qui ont pris le pouvoir, les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue, qui sont souvent liés, effectivement, et ça, pas besoin d'être clair pour le savoir, il se passe quand même des choses terrible de ce point de vue-là, avec des multinationales extrêmement fortes qui n'hésitent pas à jouer aussi avec la face cachée, le côté sombre, le côté sombre de l'histoire, et le dark, comme le darknet. Voilà, la face non pas cachée, mais la face noire de l'histoire. Et quand on a vu, c'est vraiment ces images avec ces gens qui à la télévision équatorienne, des gens mis en joue là, des animateurs de télé mis en joue, effectivement, et au couteau, au fusil, en disant ne tirez pas. Alors on se dit oui, mais c'est loin, ça ne nous arrivera pas. Ah bon? Oui, écoutez, on peut espérer que ça ne nous arrive pas. Mais on peut espérer aussi que, hélas, on peut redouter, quand on voit un certain nombre de zones de non-droit, et quand on voit un certain nombre de barrières et de frontières, et quand on voit un certain nombre de zones où la police ne peut plus aller. Bon, on va pas du tout ni délirer, ni paranoïer, mais il faut quand même faire très attention. L'Équateur est loin, pas si loin que ça. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Après les infos de 13h, on sera en direct pour le face-à-face avec André Berkov. À tout de suite sur Sud Radio.
c'est Philippe David. Je vous souhaite une bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 2 SDF morts de froid hier, l'un dans une cave, l'autre dans la rue. Alors on dit qu'on ne protège pas les Français, c'est pas vrai. Beaucoup de Français sont très protégés, il faut arrêter de jouer les esprits grincheux. Et vous savez par exemple une catégorie de Français qui est très protégée, les anciens premiers ministres. On le sait pas, on va le savoir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il faut que l'on vous dise effectivement que c'est normal, effectivement, ils ont travaillé pour le bien de la France, en tout cas. C'est ce qu'ils nous laissent entendre, ils ont été premiers ministres et ils ont droit à un certain nombre d'avantages. Jusqu'ici, bon, pourquoi pas ? Simplement, quand on détaille ça, on en parle beaucoup. Bon, les présidents de la République, ça on le sait, bien sûr, mais les premiers ministres, qui sont quand même plus nombreux, eh bien, bon, ils ont une indemnité de départ équivalente au traitement perçu en fonction versé pendant 3 mois. Bon, là, jusque tout à fait légitime. Mais ils bénéficient aussi de nombreux avantages en nature. Par exemple, savez-vous que tout Premier ministre sortant a droit à un assistant personnel pour son secrétariat particulier, ainsi qu'une voiture avec chauffeur et un garde du corps, ou deux pour assurer sa sécurité. Et encore, précision intéressante, les frais afférents comme l'essence sont eux aussi entièrement pris en charge par l'État, ça veut dire par vous et moi, voilà, par les contribuables. Alors, moi je veux bien, mais enfin l'essence quand même, peut-être qu'ils pourraient, enfin je ne pense pas qu'ils ne sont en situation de précarité absolue, ils ne sont pas en situation de toucher le RSA, donc je ne sais pas, parce que quand on regarde tout ça, au titre, quand on regarde les chiffres, c'est très intéressant. Les anciens locataires de Matignon, alors je rappelle rapidement, avant Gabriel Attal bien sûr, il y en a eu là 13, je parle des vivants bien sûr, Édith Cresson, Édouard Balladur, Lionel Jospin, Laurent Fabius, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Laurent Fabius, Édouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne. Bien, eh bien écoutez, ça a coûté combien en 2022 ? En 2022 simplement, ça a coûté près quand même de 1 million d'euros. Ce qui paraît quand même beaucoup, 1 million d'euros. Hein, vraiment, ou pardon, excusez-moi, je me trompe, je crois que c'est 100 000 euros, ce qui est déjà pas mal. Non, ça ne peut pas être 100 000 euros. Non, là je vois, alors dites-moi, je vois que ça a coûté 0,98 millions d'euros. C'est pas 1 milliard ça, 0,98 millions, il faut faire attention. Esteban, c'est quoi ? Non, c'est ça, c'est presque 1 million d'euros, vous avez raison. 1 million d'euros. Ouais. Ah voilà, c'est très bien. Donc je ne m'étais pas trompé. 1 million d'euros en 2022, c'est quand même pas mal. 1 million d'euros en 2022 nous ont coûté les anciens premiers ministres. Alors il y a les dépenses automobiles, par exemple, c'est très intéressant. Jean-Pierre Raffarin, 11 688. Dominique de Villepin, 25 521. C'est drôle. Hein. Dominique de Villepin, quand même, il y en a 2 d'ailleurs qui ne touchent rien. C'est Édouard Philippe et Laurent Fabius. Enfin, Laurent Fabius est conseil constitutionnel, certes. Et voilà. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Ils ont vraiment. Et alors, il y en a qui sont très forts. Hein. Lionel Jospin a accumulé près de 153 620 euros de frais en 2022, c'est les ex-premiers ministres les plus dépensiers de la République. Voilà, les 2 collaborateurs employés par l'ancien chef du gouvernement socialiste ont coûté plus de 153 000 euros de frais de personnel à l'État, toujours. Édouard Balladur, pas mal aussi, 144 000 euros. Bernard Cazeneuve, François Million et tout ça. Alors, moi, ce que je me dis, c'est, bon, très bien, ok, mais vraiment, à ce point, est-ce qu'il leur faut à tous, à moins qu'il ne soit, mais que je sache, Balladur, je ne pense pas qu'il est en danger de mort, ni les autres d'ailleurs, 1 ou 2 gardes du corps, un chauffeur qui a un secrétaire particulier, ça peut se discuter, une voiture de fonction.
pas payer l'essence payée par l'État. Alors vous allez me dire, ouais, mais vous cherchez la petite bête, qu'est-ce que c'est normal, ils ont travaillé, mais écoutez, il y a un certain nombre de millions de Français qui ont travaillé aussi. Peut-être qu'ils mériteraient, justement, quand ils quittent, peut-être quelques avantages aussi. Non, mais oui, mais on va quand même pas mélanger les torchons et les serviettes surtout ministérielles, les serviettes matignonesques, bien sûr. Donc voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle... je ne sais pas, c'est l'équité ou l'égalité ou la préférence nationale ou la préférence hiérarchique. Je vous laisse le soin de répondre. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h10 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Aujourd'hui, André Berkov, vous recevez Denis Cielzig, haut fonctionnaire, enseignant et surtout auteur de ce nouveau livre, Inclure, c'est aux éditions Magnus. Bonjour à vous. Alors, Denis Cielzig, vous n'y allez pas de main morte. D'ailleurs, je vais vous dire un peu la critique que je ferai à votre livre, que j'ai bien aimé par ailleurs, à votre roman, c'est que vous datez ça, enfin, le principal déroulé, il y a d'abord 2042, où Rokhaya Diallo est élu président de la République aux applaudissements d'une foule en délire, et puis c'est 2060 et les tribulations du docteur Théophile Liviou, on va en parler. Vous croyez que ça va être aussi tard que ça ? Pensez pas que ça risque, ce que vous décrivez dans Inclure, peut arriver, risque pour certains, espoir pour les autres, peut arriver en 2030 ou pas, ou 2035 ? Alors tout d'abord, bonjour Monsieur Berkov, merci pour l'invitation. Je dirais que moi je crois pas que ce monde-là deviendra du tout. Je pense qu'il y a en fait... que ça restera une fiction. Voilà, ça restera une fiction, Dieu merci, je pense que ça restera une fiction, parce qu'il y a trop de contradictions internes dans le wokisme, dans l'idéologie que je dépeins, pour que vraiment elle arrive à prendre le pouvoir sous une forme, je pense, organisée, étatisée. Ça me semble difficile. Cependant, cette idéologie qui fait des ravages, qui existe vraiment, qui a au quotidien des impacts sur la vie des gens, a, à mon sens, besoin que l'on la démasque un peu. Alors rappelons ce qu'est cette idéologie, enfin, telle que vous la décrivez dans votre roman, dans Inclure. C'est quoi ? C'est surtout le woke ou c'est aussi autre chose ? C'est quoi les axes ? C'est quoi les axes fondamentaux de cette... C'est ce qu'on peut appeler le wokisme avec un W majuscule. Le wokisme, en fait, ça recouvre beaucoup de réalités, mais globalement, si on peut donner une définition, c'est l'individualisme malade qui est arrivé tellement loin qu'on considère l'individu comme étant roi et comme ne pouvant souffrir d'aucune vexation, aucune susceptibilité, rien du tout. Et donc même si, pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'un jour on arrivera à un monde comme celui que j'ai décrit, en tout cas je l'espère, parce que c'est quand même un monde qui est terrifiant et un monde qui est proprement totalitaire, je pense que c'était important de montrer où est-ce que ces gens-là nous conduiraient si on leur laissait vraiment les mains libres, si on leur laissait le pouvoir. Et donc même si je ne pense pas qu'ils auront le pouvoir, pour les raisons que j'ai évoquées, la principale contradiction, ça reste celle entre cet islamisme radical et cette défense des minorités, et notamment le LGBT. Exactement, LGBT. C'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, mais enfin je pense qu'il faut le dire et le répéter autant que de besoin. Tous les gens qui se disent woke, ou d'ailleurs qui ne se disent pas woke, qui se disent rarement woke, mais qui défendent les minorités LGBT, etc., et qui par ailleurs défendent aussi les minorités qui, à mon sens, seront bientôt majoritaires, islamisées. Tous ces gens-là, qui prennent par exemple la défense du Hamas, et très clairement les qualifiant de résistants, devraient savoir que en Israël, vous avez une des plus grandes gay pride du monde à Tel Aviv. Et je dis à ces gens-là, allez-y, allez au bout de votre contradiction et puis organisez une gay pride à Gaza. On va voir combien de temps ça dure avant que vous preniez des rafales de Kalachnikov, en fait. Voilà. Et donc, toutes ces contradictions, j'ai voulu en rire, j'ai voulu les montrer, et surtout, j'ai voulu illustrer le monde que serait, l'horreur du monde que serait la France si on laissait ces gens-là au pouvoir. Parce qu'on les laisse un peu quand même agir. On les laisse quotidiennement répandre leur venin sans réagir. Et ce, alors même qu'ils sont carrément minoritaires. Alors on va en parler effectivement après cette petite pause, et pour ça, et voir pourquoi, évidemment, on voit très 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 bien vos partis pris au sens littéral du terme, mais justement pourquoi vous avez choisi la fiction, c'est intéressant à savoir, parce que vous auriez pu aussi faire un essai extrêmement fort sur l'état des lieux et ce qui peut arriver. À tout de suite. C'est Brigitte Lahaie. Pour cette nouvelle année 2024, n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus importante. Alors faites-vous plaisir et accordez-vous vos désirs les plus chers. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je
Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Denis Ciclik, Inclure, avec une préface de Philippe de Villiers, un roman paru aux éditions Magnus. Alors justement, on va voir, vous dites ça n'arrivera pas et j'espère que ça n'arrivera pas, mais c'est intéressant parce que ce que vous avez fait, c'est une espèce de... Cocteau parlait des miroirs qui réfléchissent. Et là, quelque part, vous nous racontez, donc en 2042, la présidente Rokhaya Diallo est élue, bien élue, avec tout ce qui se passe, etc. Vous parlez que le vote des étrangers a été admis depuis 2039. Et puis, on passe à 2060, où, enfin, on l'a déjà vu, le docteur Théophile Liviu, tout à fait. Liviu, c'est roumain aussi. C'est d'origine roumaine, absolument. Voilà, je me dis bien, vous êtes fidèle à vos origines, et c'est très bien. Donc, c'est très intéressant parce que vous parlez de l'inclusion. Vous savez, on est écriture inclusive, idéologie inclusive, tout va bien, tout est ensemble, et on est, alors voilà, on est démocratie antiraciste, et tout le monde est heureux, tout le monde est bien, tout le monde est individu, et puis vous parlez d'une fiction politique, enfin, que vous déroulez entre le parti de la réaction qui s'oppose effectivement au parti inclusif. Vous parlez du califat. Comme s'il était déjà là, je rappelle, le califat, c'est donc les territoires dits musulmans, dits islamiques, dits islamistes. C'est ça. Et pour vous, en fait, vous êtes parti, vous extrapolez, je dirais, vous avez mis en abîme fictionnel un peu les territoires perdus de la République, un peu Soumission de Houellebecq, un peu Oberton, un peu tout ça. C'est ça. En réalité, j'ai rien inventé. Moi, j'ai fait que tirer sur le fil de l'existant et je l'ai poussé à son paroxysme pour voir ce que ça donnerait. Et vous parlez par exemple du califat, c'est la manière, si vous voulez, que j'ai trouvé de réussir à résoudre cette incompatibilité naturelle qu'il y a entre la défense des minorités LGBT et la défense des minorités islamiques, de la part des woke précisément, parce que ça ne pourra pas tenir. Et donc dans mon roman, j'illustre que ça ne tient pas en faisant accorder par la présidente Rokhaya Diallo, donc qui dans mon roman et présidente, en faisant accorder aux musulmans un territoire qui en fait recouvre à peu près la Seine-Saint-Denis, dans lequel les musulmans puissent se réfugier pour vivre leur foi comme ils l'entendent, appliquer la charia, etc. Et naturellement, la cohabitation se passe mal entre la France et son nouvel État enclavé, le califat islamique, puisque les valeurs sont radicalement opposées. Donc sans trop en dire sur la fin, effectivement, ça se termine pas très bien. Oui, c'est ça, ça se termine effectivement mal, mais en revanche... On va pas dire la fin, mais la fin, le parti de la réaction triomphe. Hein. Et oui, c'est ça. Et oui. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que le parti de la réaction, quand on le prend pour ce qu'il est dans le roman, il se laisse un peu, mais comme les partis aujourd'hui de droite, comme je trouve le RN, comme Reconquête. Se laisse trop facilement taxer d'extrême droite. Il arrive trop souvent, ça m'est arrivé d'ailleurs à moi aussi, de laisser dire à des journalistes qui me présentaient ou de laisser dire dans des articles de journaux sans reprendre, sans demander de contre-communiquer, que j'étais d'extrême droite. Mais au nom de quoi on devrait laisser les gens nous qualifier pour nous disqualifier? Et dans le roman, le parti de la réaction, d'ailleurs n'a pas vraiment choisi son nom, se laisse appeler parti de la réaction, ce qui n'est pas flatteur en tout cas pour lui dans le roman. Et le candidat à la présidentielle qui s'appelle Pierre Ruinet se laisse appeler dans les diverses interviews, dans les divers débats, le candidat, donc évidemment je pousse un peu à la caricature, maintenant la parole est au candidat d'extrême ultra giga super droite, néo-nazi, néo-fasciste totalitaire, et lui il ne trouve rien à redire parce qu'il a tellement pris l'habitude. En fait il a pris le pli, et donc c'est aussi un appel aux gens de droite pour leur dire d'une part, ne laissez rien passer au wokisme, parce que ces petites victoires du quotidien, nos petits accommodements déraisonnables peuvent amener au pire, qui est décrit dans le bouquin. Et je dis d'autre part aux gens de droite, ne vous laissez pas qualifier comme étant d'extrême droite. Ne vous laissez pas qualifier comme étant des extrémistes. Dire qu'il y a trop d'impôts et trop d'immigration ne fait pas de vous des néo-nazis en puissance. Ça fait de vous des gens raisonnés et raisonnables. Et donc c'est une bataille culturelle qu'il faut mener et que j'espère le bouquin que j'ai écrit mène un peu aussi. Alors justement, Denis Ciclik, pourquoi, à votre avis, et ce n'est pas nouveau ça, vous êtes une jeune génération, pourquoi effectivement les partis de droite, même avant, enfin bon, le Rassemblement National, le Front National, on sait c'était Jean-Marie Le Pen, ça focalisait pendant 40 ans, en tout cas toute une période, Reconquête, c'est beaucoup plus récent, mais même avant, la droite dite officielle était sidérée par la gauche. La gauche avait gagné la bataille culturelle et la droite répondait. Alors de temps en temps, on laissait un Raymond Aron
un peu ringard, mais intelligent, etc. Comment vous expliquez, vous, cette... allez, je vais employer ce mot, justement, parce que vous en parlez dans votre roman, mais ce masochisme sidéral ou sidéré d'une droite qui accepte de se laisser enfermer dans les catégories, dans les étiquettes, de se laisser assigner à résidence sans réagir. C'est très intéressant, parce que la raison pour laquelle le wokisme existe, et même parfois triomphe, alors même, je le rappelle, qu'il est quantitativement très minoritaire, c'était Noël il y a pas longtemps, je pense que dans les familles des gens qui nous écoutent, très peu de gens ont dit « moi je suis woke », ça n'existe pas, c'est très rare. C'est la même raison qui fait que ces gens-là existent sous cette forme-là, et qui a fait que par le passé, on a pu, et encore aujourd'hui, fasciser des gens qui n'avaient rien de fasciste évidemment, qui étaient tout simplement un peu plus conservateurs que la norme. Et encore que, je dis que la norme, sans doute à tort. La raison est que, à mon sens, nous avons, et quand je dis nous, c'est les gens qui sont les tenants de l'idéologie qui est la mienne, qui est la nôtre, on a laissé les points stratégiques à nos adversaires. Et alors même qu'on est majoritaire, je pense qu'en France, il y a bien 70% des gens qu'on pourrait qualifier de droite, et donc d'ultra giga super droite si on en croit beaucoup de médias. 70%, vous y allez un peu fort, là, je crois. Mais en tout cas, dans les sondages, 70% des gens sont d'accord pour dire qu'il y a trop d'immigration, pour dire qu'on paye trop d'impôts, donc sur les constats principaux, ils sont d'accord avec nous. Et pourtant sont encore considérés comme étant des fascistes en puissance, en tout cas dans leurs représentants. Pourquoi ? Parce que qui aujourd'hui a réussi à faire de son idéologie un triomphe ? Toutes les grandes écoles. Vous regardez les grandes écoles, vous regardez de manière générale les professeurs de l'éducation nationale. Alors, il y en a de moins en moins, ça change un peu, mais enfin tout de même. Vous regardez en gros les médias, à commencer par ceux du service public. Ce sont, si vous voulez, des points névralgiques qui sont les déterminants des leaders d'opinion. Donc à partir du moment où sur France 2, la bonne parole est prêchée, à partir du moment où dans les écoles de journalisme, on leur dit que leur rôle principal, c'est pas l'info, c'est de combattre l'extrême droite, et que tous ces gens-là ensuite se répandent dans les rédactions parisiennes, oui, vous avez tout ce qui tient une société et qui façonne une opinion qui, en réalité, a basculé du côté du wokisme, alors que le wokisme est ultra minoritaire. Je pense que c'est même pas 10% des gens. Vous en avez quelques-uns dans les universités, dans les grandes écoles, dans les écoles. Comme on entend, mais dans certaines mairies, on ne fête plus Noël, mais on fête, on fête. Et puis, ça a été... Mais l'infiltration, vous dites, c'est minoritaire. Oui et non, parce que c'est minoritaire en nombre. Mais quand on voit ce qui passe dans les universités, quand on voit ce qui se passe avec l'écriture inclusive, qui a presque force de loi, en tout cas force d'habitude, quand on voit cela, on se dit d'un côté effectivement je dirais le paravent médiatique est énorme. Mais est-ce que les gens sont dupes ou pas ? Ils le sont de moins en moins. Je pense qu'ils le sont de moins en moins. D'ailleurs, on voit au second tour, quand il y a Madame Le Pen face à Monsieur Macron, le front républicain, le simple fait qu'on ait laissé ce terme-là s'installer est quand même lunaire. Le front républicain, il est quand même de moins en moins puissant. Il marche de moins en moins. Mais enfin, ça fonctionne quand même. Parce que même s'il ne représente pas la France, François, qui vient d'une bonne famille du 16e arrondissement, qui porte un kéfier et qui est étudiant à Normal Sup, il aura des postes de pouvoir. Il sera professeur lui-même, ou il va avoir une grande carrière. Il va déterminer l'opinion. Et il va dire ce qu'il est convenable de penser et ce qui n'est pas convenable de penser. Et en disant cela, il va obliger tout un tas de gens qui, au fond, pensent un peu comme moi et comme beaucoup d'autres gens, à se dire « Ah non, je peux pas, c'est pas convenable, on me l'a dit ». Non pas que les gens soient stupides, ils sont conditionnés. Ou pire, je vais me faire traiter d'eux. Voilà, absolument. Si je dis ça, je vais me faire traiter d'eux. Vous mettez tout à fait le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est la peur de la condamnation à mort sociale. Et c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup vu dans ma courte vie, c'est des choses que j'ai beaucoup vu. J'ai fait un IEP de région, en l'occurrence j'ai fait Sciences Po Strasbourg, où il y avait 5 ou 6 personnes, d'ailleurs qui avaient le courage que j'ai pas eu à l'époque. Faut dire que j'étais pas aussi à droite à l'époque, mais qui avaient pas le courage, enfin plutôt aussi qui avaient le courage d'assumer leurs convictions. Et ils traînaient entre eux. Voilà, ils n'étaient pas admis dans les cercles sociaux normaux. Ils n'avaient pas une vie d'étudiant normale à Sciences Po, parce qu'ils étaient mis en dehors du champ de l'acceptable. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que c'est le sceau de l'infamie. On va en parler tout de suite après cette petite pause. On continuera et à parler de inclure effectivement cette espèce de fiction, de dystopie qu'a fait Denis Ciclik. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Denis Ciclik inclure.
aux éditions Magnus, effectivement un roman, une espèce de dystopie sur, en fait, ce que vous considérez, vous, comme des cauchemars, quoi. Il faut bien dire le wokisme ou le califat ou autre. C'est pas effectivement votre tasse de thé, et vous les décrivez pour dire, regardez, à où ça peut arriver, effectivement. Et parlez-nous un peu de votre héros, là, Théophile Liviu. Parce que lui, il a un parcours assez spécial. Racontez-nous. Théophile Liviu, c'est l'allégorie de l'homme moderne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'engage pas vraiment, qui est pas particulièrement pour, mais qui est pas particulièrement contre, qui est surtout très individualiste. Et donc, en ce sens, il représente très bien l'homme moderne. Et ce que j'ai voulu modestement démontrer, c'est que, à force de pas prendre position, à force de pas clairement s'arrimer à une idée que l'on décide de suivre, eh ben on se fait bouffer, quoi. Parce que Théophile Liviu, qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, tout au long du roman, il décide un peu de louvoyer et il combat jamais vraiment ce système. D'ailleurs, il s'en est très bien accommodé. Il est médecin. Il est médecin, il s'en est plutôt bien accommodé. C'est un peu Monsieur Tout le Monde, Théophile Liviu. Et il se retrouve à se faire broyer, humilier, démolir par le système qu'il a refusé de combattre. Et donc, il en est quelque part un peu le premier responsable. Et c'est pour ça que je dis aussi aux gens, et ça c'est une phrase dans la préface de Philippe de Villiers que j'ai trouvé géniale parce qu'elle résume tout. Il dit « Des petites compromissions de chacun viendra le malheur de tous ». C'est exactement ça. En fait, Théophile Liviu, il est la preuve de ça. Vous savez, c'est ce que disait Churchill, si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous. Absolument. Donc, c'est un peu ça aussi. Mais effectivement, et aujourd'hui, alors vous pensez que en France, alors vous avez été, je rappelle, vous avez été à Reconquête, que vous avez quitté. Vous êtes aujourd'hui dans un parti? Non, pas du tout. Je suis pas encarté, je suis dans aucun parti. J'ai gardé mes convictions. Je suis toujours en accord avec ce que j'ai défendu pendant la campagne présidentielle, mais je ne suis pas encarté dans un parti politique. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Voilà, j'ai une activité professionnelle aussi, donc la politique, vous savez, il y a des gens qui en vivent, et d'ailleurs, je leur reproche pas. Moi, j'ai pas de mandat. J'étais par ailleurs candidat aux élections législatives, j'ai pas gagné, donc j'ai repris une activité professionnelle sur laquelle je me concentre. Et pour tout vous dire, je suis enseignant. Et c'est important aussi. Dans quelle matière? En économie et en prépa Sciences Po. D'accord. Donc c'est important aussi pour moi de mener ce combat à bien, parce que le combat politique, c'est la pointe de l'épée. Mais bon, sortir un livre comme celui que je sors, sortir une chaîne YouTube. Je sors une chaîne YouTube qui s'appelle Côte à Côte à partir de demain. D'ailleurs, Côte à Côte, dans laquelle je serais très heureux de vous inviter. D'ailleurs, André, si un jour vous voulez y venir, où on reçoit des personnalités pour discuter, pour parler. C'est aussi une forme de combat politique. Alors, c'est pas la pointe du glaive, mais enfin, c'est peut-être le manche. C'est essentiel de mener cette bataille culturelle. Et quand on est prof, on mène aussi une bataille culturelle. Alors moi, j'ai pas pour objectif d'influencer mes élèves, mais j'essaye au moins de faire en sorte qu'ils aient l'esprit critique suffisant pour pas avaler les âneries qu'on leur dit malheureusement trop souvent. Vous voulez pas être le Antonio Gramsci de votre génération? Bon, je pas cette prétention. J'ai pas du tout la prétention d'être Antonio Gramsci, mais en revanche, mener une forme de bataille gramscienne, ça oui, clairement. Et c'est ce que j'essaie de faire modestement au quotidien. Alors justement, pour revenir au livre et à inclure, on voit très bien ce qui arrive à ce professeur et comment il est ballotté. Et au fond, l'impression qu'on a, c'est que quelque chose, au fond, on voit très 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 bien qu'on est totalement, la France est comme une termitière aujourd'hui. Je dis pas qu'elle va s'effondrer demain, heureusement pas. Mais enfin, il y a quand même de vent contraire, toutes les contradictions, les archipélisations, les côte à côte et face à face dont on parlait, vous savez, dont parlait Gérard Collomb, paix à son âme, etc. Mais est-ce que au fond, vous êtes optimiste ou pas sur ce qui se passe et sur ce qui risque de se passer? Là, vous datez votre liste, c'est dans 2060, donc on a le temps. Mais là, pour les années à venir, c'est compliqué de se battre si on n'a pas un brin d'optimisme. C'est compliqué de mener le combat si on croit pas un peu qu'on peut changer les choses. Donc je dirais que oui, je pense qu'on peut changer les choses. En revanche, je pense que les choses sont quand même très mal engagées. Et si je me bats aujourd'hui, c'est évidemment pas tout seul. En quoi elles sont mal engagées? Parce que vous avez aujourd'hui un sujet qui pour moi est majeur, qui est le sujet de l'immigration, où on voit que ça va être très difficile dans les années à venir d'éviter un affrontement, une forme de partition, en tout cas une séparation à tout le moins brutale. Vous avez, on voit que le pouvoir d'achat est une question très importante, un effondrement quand même, un effondrement du niveau de vie français. La France se tiers-mondie, c'est pas une légende de le dire. Je suis passé, vraiment par hasard, il y a quelques jours avec mon épouse par la porte de la Chapelle, en voiture.
C'est invraisemblable de voir des scènes comme ça en France. Et je suis sûr que même dans le tiers-monde, on voit pas ça. Des gens qui sont au milieu de leurs propres excréments, des gens qui urinent à côté de poissons qui s'échangent contre des paires de baskets. Enfin, c'est impressionnant de voir ça dans Paris. C'est des choses qu'on voyait pas il y a quelques années. Et j'avais mon père, que je salue, au téléphone il y a quelques jours, on discutait, et je lui disais, moi je pense que je suis de la première génération, j'appartiens, j'ai bientôt 30 ans, pas encore, à cette première génération qui se dit, peut-être pour la première fois, je vais pas vivre aussi bien que mes parents. Et je pense que mes enfants vivront peut-être encore plus mal que moi. Et c'est la première fois où ce rapport-là s'inverse. Et donc, effectivement, cette rupture-là... Ça fait quelques années qu'on dit ça, déjà, tout à fait, comme vous le savez. Mais bon, il y a 10-15 ans, la vie était pas ce qu'elle est. Moi, j'ai passé une partie de ma jeunesse à Nantes. Nantes, c'était un petit paradis. C'était une ville agréable, c'était sympa d'y vivre. C'était une petite ville un peu écolo-bobo, bon, c'était pas désagréable. Aujourd'hui, c'est un enfer. Voilà, vous sortez plus. J'ai des amis qui sont restés, vous ne sortez plus. Après une certaine heure, vous risquez littéralement de vous faire violer ou poignarder, et c'est devenu une norme à Nantes. Et vraiment, c'est devenu presque la norme, bien le quotidien. Mais sauf que les gens l'ont intériorisé, donc ils sortent plus dans certains endroits, et donc ils ont compris qu'il y a des zones interdites. Toutes ces raisons-là, mises bout à bout, oui, je crois, font que peut-être demain ça pourra exploser. Et avant 2060, parce que moi je pense pas que ça explosera en 2060 ou que la France sera dans cet état-là en 2060, parce que je ne pense pas qu'ils prendront le pouvoir. En revanche, moi je voulais juste montrer l'absurdité de cette idéologie en extrapolant un peu ce qu'elle croit. Mais je crois vraiment que dans les prochaines années, j'allais dire les prochaines décennies, vous voyez, je suis pas aussi optimiste que ça. Dans les prochaines années, si rien n'est fait, on va au-devant de troubles qui seront majeurs. Majeurs parce qu'on ne fait plus société, parce qu'il y a une partition entre les Français, une partition avec... partition qui est liée à cette immigration incontrôlée, et je crois que ce qui arrive peut potentiellement être très violent. Alors, justement, Denis Cicely, vous avez participé, vous avez une activité politique au sein de Reconquête, puis vous avez été présenté, etc. Pourquoi les partis politiques, en parlant de ceux de droite, puisque c'est votre camp, pourquoi, à votre avis, ne remplissent-ils pas ce rôle ? Le rôle que on devrait leur assigner. Ils remplissent le rôle de mener la bataille sur le front politique. Il faut quand même un certain courage. Et moi, franchement, je salue le courage des gens qui sont engagés à Reconquête, au RN aussi. Enfin, aujourd'hui, quand vous avez cette étiquette, je peux en parler si vous voulez, quand vous avez l'étiquette de Reconquête ou l'étiquette Rassemblement National, vous êtes condamné à la fameuse mort sociale dont je vous parlais tout à l'heure par un certain nombre de gens. Pas par tous, bien sûr. Non. Enfin, moi, j'avais un travail. Quand vous dites oui, c'est ça. Est-ce que ça peut vous priver de travail, ça bien sûr, mais c'est une évidence. C'est une évidence. C'est pour ça qu'il faut du courage. La morale du bouquin, c'est qu'il faut que les gens soient courageux. Alors bien sûr, c'est compliqué pour tout un chacun de remettre sa vie professionnelle en cause. Mais même du courage à petite échelle. Quand vous êtes dans un groupe d'amis et que quelqu'un a dit une phrase que d'autres ont considérée comme étant choquante, par exemple, une phrase sur l'immigration, peu importe. Et plutôt que de hurler avec la meute et le condamner à la mort sociale comme tout le monde, peut-être prendre sa défense. C'est une forme de courage. Et moi, quand vous me posiez la question il y a quelques instants, j'ai immédiatement repensé à ce moment où moi j'étais haut fonctionnaire. Et j'avais été recruté sur un poste très prestigieux parce que j'avais fait un très bon stage, j'avais été bien noté. Et puis quand j'ai appelé ma future patronne qui devait me recruter et que je lui ai dit, parce que naïf que j'étais, j'ai dit la vérité. Et je l'ai appelé en lui disant, Madame la directrice, je me dois de vous dire que la campagne présidentielle arrive et que donc j'aimerais bien m'y engager. Donc dites-moi, soit ça n'est pas compatible et je ne m'engagerai pas, ou je ferai que des notes, personne ne le saura, soit c'est compatible et j'aimerais pouvoir y aller. Et elle ne m'a même pas dit ça n'est pas compatible, elle m'a dit vous n'avez plus le poste, c'est terminé. Vous défendez des idées qui ne sont pas les miennes. Parce que vous lui avez dit auprès de qui De celle qui m'avait recruté et qui aurait été, et je lui avais dit que c'était Monsieur Zemmour. Et très intéressant que vous posiez la question, parce qu'elle a commencé par me dire ah super, auprès de qui? Et quand j'ai dit c'était auprès de Monsieur Zemmour, elle a blanc complet. Et donc je n'ai pas pris le poste. Et d'ailleurs, je n'ai pas poursuivi dans la haute fonction publique. C'est pour ça que maintenant je suis enseignant. Et ça me va très bien. Mais donc bien sûr que ça a des impacts. Bien sûr qu'il faut du courage. Et évidemment que ces gens qui sont archi minoritaires peuvent pourrir la vie des autres. Et donc c'est de ça dont il faut prendre conscience. Et c'est ça qu'il faut combattre. Vous savez, il y a quelqu'un en tout cas qui a payé dans sa chair et ô combien, c'est Alexandre Solzhenitsyn. 8 ans de goulag. Et je dis à tout le monde, je le dis à mes auditeurs et à tous, lisez bien sûr l'archipel du Goulag, mais quelque chose qui peut lire plus facilement parce que c'est plus court, Le déclin du courage, son fameux discours à Harvard en 1978, qui reste d'une actualité absolue aujourd'hui, hein, tout à fait. Presque 50 ans après, quoi. Parce que c'est ça, le plus important, c'est le courage. Hein. Et c'est pour ça que des gens, alors comme moi, mais en fait comme tellement d'autres, parce que moi je suis une personne parmi beaucoup d'autres qui ont eu ce courage-là, doivent s'engager et doivent assumer, puisqu'on est majoritaire sur le plan des idées. Eh ben si on était une majorité à les assumer,
peut-être que le combat culturel serait beaucoup plus rapidement gagné, parce que peut-être que des gens comme moi n'auraient pas de problème professionnel le jour où ils assument ce qu'ils pensent. Parce que je tiens quand même à rappeler, j'ai l'impression de parler comme si j'avais des idées qui étaient parfaitement illégales. Mes idées sont parfaitement légales, elles n'ont rien d'extrémiste, ce sont des idées qui sont partagées par beaucoup de gens et qui considèrent, dans les très grandes lignes, qu'il y a trop d'impôts d'une part, trop d'immigration d'autre part. Voilà, pour résumer de manière un peu simpliste. Il n'y a rien d'extrémiste là-dedans. Cessons de se faire cornériser par des gens qui n'ont aucun droit sur nous et surtout aucun courage. Ah, c'est tellement plus simple d'hurler avec les loups. C'est tellement plus simple de condamner. C'est tellement plus simple d'être du bon côté. C'est tellement agréable. Ah bah oui. Mais ce qui est encore plus simple de Sislik, et c'est le problème, c'est de se taire. Le vrai problème, c'est pas les loups. Enfin, c'est pas les loups, c'est ceux qui laissent faire les loups. C'est le problème même, moi je dis toujours, c'est ce qui est beaucoup plus grave, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est un auteur américain, qui est beaucoup plus grave que les semeurs de haine, ce sont les trafiquants d'excuses. Et vous avez les fabricants d'excuses. Et c'est exactement ce qu'est Théophile Liviu. Théophile Liviu n'est pas un loup, il ne hurle pas, mais par son silence, il est coupable. Et de cette culpabilité naîtra sa condamnation. Donc c'est ça que j'ai voulu dire, vous avez parfaitement raison. Le silence est déjà une forme de complicité. Donc le simple fait de dire les choses clairement, je pense que c'est un pas en avant. Et Théophile Liviu, donc votre personnage principal, c'est un compendium de plusieurs portraits de gens que vous connaissez ou pas du tout, c'est franchement. Sur la partie purement descriptive, je me suis inspiré de moi. Quand on est auteur, on décrit toujours mieux des choses qu'on connaît, il y a plus de matérialité, de concret, de réel. Après, sur la personnalité, il est très différent de moi. En revanche, il est évidemment très proche de gens que j'ai pu fréquenter, dont je tairai les noms, et dont j'ai observé parfois que la lâcheté, parce qu'il faut l'appeler comme ça, la lâcheté. Vous savez, c'est tous ces gens qui vous disent « Ah, je vous soutiens, je peux vous faire des notes si vous voulez ». Et dès lors que vous leur dites « Ah, est-ce que vous voulez apparaître ?» Non, surtout pas, vous imaginez. C'est une forme tout à la fois de courage, parce qu'ils ont envie d'agir pour leurs idées, mais aussi de lâcheté. Parce que la meilleure façon d'agir pour les idées qui sont les nôtres, c'est de les assumer. Moi, j'en suis convaincu. Ça me paraît effectivement la moindre des choses, mais vous avez raison, on revient toujours au courage. C'est-à-dire que effectivement beaucoup de gens se disent oui, regardez, c'est magnifique, regardez l'histoire des pétitions, quel que soit ce qu'on peut penser de l'affaire Depardieu ou autre, ou Polanski et compagnie. Moi, je suis toujours très frappé, c'est que des gens qui signent des pétitions pendant qui retirent leur nom en disant oui, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire et tout, quoi. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Eh bien, parce que ces gens-là ont très bien compris que s'ils ne retiraient pas leur signature, ils allaient à leur tour être condamnés à la mort sociale. Parce que, mon cher monsieur Berkoff, il ne suffit pas d'être vertueux. Encore faut-il le démontrer suffisamment. Encore faut-il se dire, il faut qu'aujourd'hui je prouve ma vertu. Et donc, cette vertu, pour la prouver, il faut que je sois proactif. Mais qui vais-je condamner aujourd'hui ? Avec qui vais-je couper les ponts ? Si vous saviez le nombre d'amis, je mets de gigantesques guillemets, car du coup, il ne l'était pas, que j'ai perdu quand je me suis engagé pour Éric Zemmour. C'est des gens qui connaissaient mes idées. Ils les savaient bien avant, et ça les dérangeait pas. Ils n'ont pas supporté que vous sautiez le pas, c'est ça ? Mais ils n'ont pas supporté de devoir l'assumer. Parce que quand vous faites des plateaux de télé, et que les gens commencent à vous dire « Ah, vous êtes ami avec un tel qui défend telles idées », vous devez dire oui. Et là, c'est plus compliqué. Parce que si vous dites oui, vous êtes à votre tour sur la liste des condamnés à la mort sociale. Et c'est cet engrenage abominable et atroce que j'ai décrit dans cette société qui est totalitaire, qui est effarante et effrayante, parce que en réalité, tout le monde fait attention à tout ce qu'il dit, tout le monde s'autocontrôle. Le pire des totalitarismes, je crois vraiment que c'est l'individualisme porté à son paroxysme, c'est-à-dire les woke. Oui, et d'ailleurs les woke eux-mêmes, enfin heureusement on n'est pas en Russie, ni en Corée du Nord, ni dans l'Allemagne des années 30, etc. Mais il y a ce côté extraordinaire d'ailleurs chez les woke, c'est que la tentation totalitaire est actée. En fait, c'est quoi ? C'est que si vous ne pensez pas, c'est moi qui détiens la réalité. Voilà. C'est moi le camp du bien. Si vous ne pensez pas comme moi, c'est que vous êtes ou déformé et il faut que je vous rééduque. Donc voilà ce qu'avait les rééduquer. Ou alors il faut que je vous combats. Absolument. Et d'ailleurs, quand vous regardez pendant les élections présidentielles, c'est un exemple intéressant qui me marque parce que je l'ai vécu de l'intérieur. Le combat des woke, c'était pas de dire il faut qu'on leur mette la pâtée dans les urnes, il faut que... Non. Quand on allait à un meeting, c'était soit de le perturber, soit de tout faire pour le faire interdire. Leur but, c'est pas la démocratie, c'est pas le combat d'idées. Leur but, c'est l'interdiction de tout ce qui est différent d'eux. Ça a un nom, ça s'appelle le fascisme. Le vrai. Parce que eux qui nous traitent de fachos à longueur de journée ont quand même des comportements fascisants, à tout le moins. Et donc c'est très intéressant parce que les ferments du totalitarisme, aujourd'hui, ont retrouvé, si vous voulez, des repreneurs à travers ces gens qui pourtant se disent de gauche. Et ça, c'est un truc qui m'épatera toujours.
Vous savez, on peut pas aller loin, hein. Pol Pot, c'était de gauche. Vous avez raison. Staline, c'était quoi? Vous savez, le problème, c'est pas l'étiquette. C'est que, au nom de l'étiquette, c'est-à-dire où je suis Hitler et je veux éliminer évidemment tous les juifs, où je suis Staline et je veux éliminer tous les koulaks, tous les classes russes, c'était ça, c'est la même chose. J'organise un génocide au nom du bien, quel que soit, ou un massacre au nom du bien. Mais la situation actuelle est presque plus pernicieuse, parce que dans les totalitarismes du XXe siècle, soit de gauche ou de droite d'ailleurs, c'était assumé. Personne ne pensait vraiment que c'était des démocraties, c'était assumé, c'était l'idéal d'un homme nouveau, c'était assumé, c'était un fascisme. Aujourd'hui, l'État n'est pas en lui-même fasciste, mais a des influences de gens dont l'idéologie est fascisante, à tel point que nous vivons dans une démocratie, mais qui a des atours parfois de dictature, voire de totalitarisme, mais doux et soft, ce qui empêche les gens, en grand nombre, en grande partie, de s'en rendre compte. Tant et si bien que oui, quand vous êtes aujourd'hui de droite, c'est plus dur de louer une salle pour faire un meeting. Si je vais être extrêmement vulgaire et que les éditeurs m'en excusent, ce que vous voulez dire, Denis Ciclik, c'est que la vaseline a remplacé le gravier. Alors je ne l'aurais pas dit dans ces termes-là. C'est un peu l'idée. Il y a beaucoup de commentaires qui nous disent, rappelez-vous du chanteur Faudel en 2016 qui avait soutenu Nicolas Sarkozy. Après, il a plus fait carrière. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On continue ce face-à-face avec Denis Ciclik. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mais alors, Denis Ciclik, si je veux me faire l'avocat non pas du diable, c'est pas du diable, mais l'avocat, disons, d'un certain nombre de woke, il dit, voyez, en fait, ce que vous dénoncez, c'est inclure. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est exclure, c'est ça. Vous voulez discriminer, vous voulez exclure les migrants, vous voulez exclure les woke, vous voulez exclure les islamiques, vous voulez exclure tout le monde, quoi, qui ne soit pas français. Alors, que ce soit ce que des woke puissent nous répondre, je n'en doute pas un instant, mais j'ai voulu justement démontrer que eux qui prétendent inclure, à longueur de journée, nous bassinent avec ce terme, l'inclusion en permanence. Eux qui prétendent inclure, en réalité, ont des comportements mais profondément excluants. Et d'ailleurs, la couverture du livre, on voit le mot inclure, avec derrière une porte de prison qui semble indiquer quand même plutôt l'enfermement et donc le contraire. Parce que je crois que... montre d'ailleurs. Ouais. Je crois que les woke ont justement un problème majeur pour pouvoir se targuer d'être inclusifs. C'est qu'ils vont jusqu'à nier l'humanité des gens. C'est-à-dire que pour ne pas vexer la petite personne individuelle, pour essayer d'être le plus inclusif possible, ils en arrivent à dénier ce qu'il y a de plus naturel chez un être humain. Par exemple, pourquoi nier quoi, en quoi l'humanité? Par exemple, quand vous dites à quelqu'un qu'il a été coupable d'une micro-agression, ça c'est un nouveau terme aussi dans les micro-agressions, d'une micro-agression parce que, je caricature un peu, mais il a fait une blague qui n'a pas plu à quelqu'un, qui s'est senti concerné ou qu'il a parlé d'un sujet qui ne le concernait pas, en réalité vous lui niez son humanité la plus évidente, c'est-à-dire sa spontanéité, c'est-à-dire son humour, c'est-à-dire sa personnalité. Oui, la vie, c'est dur. Parfois, j'ai envie de leur dire, oui, parfois, la vie, c'est compliqué. Oui, on peut pas toujours être dans un cocon surprotégé. On peut pas toujours vivre dans un monde dans un safe space, dans un monde de bisounours. C'est infernal. Et je leur réponds aussi parfois, les laissant ainsi pantois, que c'est vraiment un problème de gens qui n'en ont pas. Allez voir les soldats ukrainiens dans la tranchée ou les soldats russes qui se battent et qui s'entretuent à longueur de journée par -15. Est-ce que vous pensez que la question du genre, ça les intéresse? Est-ce que vous pensez que la question des micro-agressions, ça les intéresse? Ils prennent des obus dans la gueule à longueur de journée. En quoi est-ce que les micro-agressions, c'est un sujet pour eux? Donc c'est vraiment une théorie issue pour moi de l'Occident malade. C'est-à-dire que l'Occident qui a achevé son développement et qui, n'ayant plus aucune perspective, n'a plus rien d'autre à faire que se déconstruire. Voilà. Puisqu'on n'a plus rien à bâtir, on se déconstruit. Ce sont les discussions sur le sexe des anges, pendant que Constantinople est assiégé. Oui, mais alors justement, en fait, vous dites ça, et c'est vrai, vous décrivez ça, et c'est quelque chose, vous l'avez fait d'une manière très amusante, je trouve, et bien dans le côté, effectivement, fiction. Maintenant, on a l'impression que, comment vous dire, on a l'impression que c'est une espèce de bataille d'effets, de bataille de semblants ou de faux semblants, et on a l'impression qu'au fond,
on nous enfume avec ces histoires de wokisme, de ceci, de cela, parce que derrière ça, il y a quand même, on veut plus de la biologie. C'est ça le problème, c'est-à-dire que les transgenres, c'est vous pouvez être un homme, une femme, comme vous voulez, etc. Oui. Quand ça arrive juste à un moment, ça arrive c'est une histoire absolument authentique. Vous savez qu'au Congrès américain, ça commence toujours par une prière à la toute nouvelle session du Congrès américain. Et la dernière, il y a quelqu'un qui a fini par Amen et il a ajouté à Woman. Ah d'accord. Je l'ignorais. Amen à Woman. Il faut dire à Woman, sinon on va me dire encore que je suis patriarcal. Mais c'est quoi? Alors, mais justement, comment ça peut s'arrêter, ça, à votre avis? Par l'élection de Pierre Ruminet, quand vous dites dans votre roman? Alors, c'est sûr que une victoire dans une élection présidentielle, c'est quand même l'élection matricielle, c'est l'élection structurante. Donc ça aiderait beaucoup. Mais la seule façon de vraiment l'emporter, c'est de reprendre le contrôle culturel. C'est-à-dire de plus laisser la parole à des gens qui sont si minoritaires et qui sont en définitive complètement, enfin pardon de le dire comme ça, c'est une idéologie de gens complètement ravagés. Il faut pas laisser les gens qui considèrent en fait que l'humanité n'est rien, que la vexation individuelle, que la susceptibilité, que l'individu est tout, prendre le pouvoir. Sinon, comment on fait une nation? Comment on fait une nation quand on n'a plus de Dieu, quand on n'a plus d'État, quand on n'a plus de famille, quand on n'a plus de commun, quand on n'a plus de syndicats même, quand on n'a plus rien qui fait du commun, quand on n'a plus rien qui nous permet de penser le collectif, quand on ne pense plus qu'à l'échelle de l'individu qui est fait tellement roi qu'il faut le surprotéger. Vous ne faites pas nation, vous faites une entité, un magma de gens qui sont à côté les uns des autres, qui cohabitent et qui finissent par se taper dessus. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc la façon que j'aurais de dire aux gens de se battre, c'est d'une part d'assumer, d'avoir du courage, et d'autre part de ne rien laisser passer. Même ce rapport que vous avez au bureau, qui est écrit en langage inclusif, vous le laissez pas passer. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en danger, vous n'êtes pas obligé d'écrire des livres et de faire de la politique, mais déjà c'est un pas en avant. Voilà. Le pas en avant et le pas de côté. Tout à fait. Merci Denis Ciclik. Merci pour votre invitation. Inclure, c'est aux éditions Magnus, écrit par Denis Ciclik, préfacé par Philippe Devilliers. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye. Demain, ce sera Alexis Poulain qui sera là entre midi et 13h. André Berkov, vous revenez demain à 13h pour la culture avec Céline Alonso. À demain sur Sud Radio. C'est Cécile de Manibus, je vous souhaite une bonne année 2024 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.